Bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo en cette période de confinement qui va parler elle aussi du retour vers les eaux, non pas chez les reptiles mais chez les mammifères. Voici l'animal que je vais vous présenter aujourd'hui, ancêtre d'un animal qui est totalement marin. À votre avis, lequel est-ce ? En effet, ce petit animal ressemble tout à fait à un mammifère commun qu'on peut voir aujourd'hui, un peu comme un loup, un peu comme un mammifère à poil, mais il a des caractéristiques qui ont en tout cas proposé aux paléontologues des indices qui vont montrer qu'il est le parenté des baleines. Effectivement, Pachycetus, son nom de genre, qui est donc l'ancien ancêtre des baleines, en tout cas des cétacés. Et donc effectivement, ça a pu nous permettre de remonter l'origine des cétacés et de maintenant créer ce nouveau groupe qui s'appelle les cétartiodactyles, car en effet, les cétacés sont frères des artiodactyles qui regroupent les dromadaires, en tout cas les animaux à sabots, et les animaux qui ont des caractéristiques que je vais vous montrer aujourd'hui, car cet animal les avait. Donc pour commencer, bien sûr, je vais vous présenter notre petit genre que je vais présenter aujourd'hui, qui est Pachycetus. Pachycetus, donc de l'infraordre des cétacés, de la famille des Pachycetidae. De son nom, on se doute qu'il a été trouvé au Pakistan, et c'est un animal de l'Éocène moyen, donc 55 millions d'années, entre 45 et 55 millions d'années. Alors cela va être intéressant parce que cet animal a donc été trouvé au Pakistan, comme j'ai pu le dire, dans des sédiments de la région du Kohat. Cette fois-ci, des sédiments qui sont plutôt côtiers, c'est-à-dire le bord de la mer, quoi. Donc, déjà, on commence à avoir l'idée du retour vers les eaux. Effectivement, on va voir avec son crâne, etc., qu'on s'approche d'un animal qui vit totalement terrestre, bien sûr, hein, mais plutôt amphibien en tout cas dans la manière de se nourrir, la manière de vivre. Alors, effectivement, sa recomposition se base sur un crâne, deux crânes, enfin quelques crânes, avec des fragments aussi d'os, qui ont pu estimer sa taille de 1 à 2 mètres de longueur, pour 45 kg. Un animal assez basique, de la taille d'un loup, de la taille d'un animal de ce type. Et alors, en effet, il est très différent des cétacés modernes. Regardez une baleine. Vous voyez le Pachycetus? C'est différent, on peut le dire. Il ressemble même, comme je l'ai dit, plutôt à un mammifère plutôt terrestre. Finalement, il a 4 pattes, donc c'est encore un tétrapode dans l'origine du mot, on peut dire. Il a une formule dentaire tout à fait distincte, il a encore un cou détaché donc du corps et du crâne. Il a donc un long museau, une longue queue qui est toujours détachée, comme beaucoup de terrestres. Et encore pire, il a encore les narines qui sont au bout du museau. Effectivement, si on regarde les baleines actuelles, elles sont plutôt au-dessus du crâne qu'au bout du museau. Donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, le premier fossile était incomplet, assez incomplet même, mais on a retrouvé des parties du crâne, et notamment les dents, qui nous ont permis de dire que cet animal était carnivore, qu'il pouvait déchiqueter la chair, mais pas sur des grandes proies. Plutôt des petits animaux, donc des petits mammifères, des petits reptiles, mais aussi donc des poissons, sans doute. C'est là qu'on arrive donc à sa paléobiologie, on pense être donc un animal plutôt de la taille d'un loup, donc dans un peu la même écologie, et si ce n'est les poissons. Parce qu'au début on pensait donc vraiment que c'était un animal qui se comportait plus comme les loups, finalement on se rend compte que c'est un animal semi-aquatique, donc on a doucement changé de paléobiologie. C'est finalement une étude de Thewissen en 2009 qui va faire pencher la balance de cet animal chez les cétacés, notamment grâce à la position de ses yeux. En effet, la position de ses yeux, qui sont assez hautes dans le crâne, fait penser à un chasseur aquatique, notamment parce que, un peu comme à la manière des crocodiles, des yeux qui peuvent sortir de l'eau tandis que le reste du corps reste camouflé. Ou
dans notre cas, un animal qui va donc chasser de l'extérieur permet de mettre le mulot dans l'eau tout en gardant un œil sur l'extérieur sur les prédateurs potentiels hors de l'eau. On va remarquer aussi une condensation des os, une ostéosclérose, disons que les os vont être vraiment plus denses. De plus, pour alimenter tout ça, les oreilles, en tout cas les oreilles internes de ces animaux, semblaient être plutôt faits pour entendre ce qui pouvait se passer sous l'eau. Alors, à cette période-là, on pensait pas du tout que c'était un cétacé encore. On pensait plutôt que c'était un artiodactyle. Pourquoi? Je vais y venir parce que justement, on a la présence chez cet animal de l'astragale. L'astragale, c'est un os au niveau du sabot, en tout cas au niveau du pied, qui sert de poulie en quelque sorte pour le pied, pour les pattes en tout cas, et qu'on retrouve que chez les artiodactyles. C'est pour ça qu'on l'a placé ici. En même temps, il y a des caractéristiques du crâne qui nous font penser aux cétacés. Bon. Mais la solution, elle est arrivée en 1990, quand la technologie a augmenté effectivement, et les analyses génétiques nous ont démontré que les cétacés étaient groupe frère des artiodactyles. Pachycétus, bienvenue. On comprend maintenant. Et effectivement, c'est là qu'on a commencé à comprendre le rôle, en tout cas le rôle, la place de Pachycétus dans l'arbre du vivant, et comprendre qu'en fait c'était un chaînon, entre guillemets, qui lie donc les artiodactyles aux cétacés. Et là, ça a commencé à comprendre, on a commencé à comprendre beaucoup de choses, on a trouvé d'autres espèces qui montreraient qu'elles étaient plus anciennes même que Pachycétus ou plus récentes, et là, l'histoire des cétacés a commencé à être connue. En effet, on peut parler d'Ambulocétus qui serait un descendant également de cet animal-là, qui est même plus aquatique encore. Effectivement, on a commencé à lier doucement tous ces animaux. Et effectivement, ça a mené à renommer le groupe des artiodactyles, qui est aujourd'hui connu, en tout cas plus communément connu, sous le nom de cétartiodactyles, qui regroupe donc les cétacés et les artiodactyles, pour bien faire comprendre qu'ils sont liés totalement. Pour finir cette courte vidéo qui avait juste un intérêt à montrer un peu l'évolution de ces cétacés, donc ces baleines, ces orques qu'on retrouve aujourd'hui, qui étaient ça à la base, en tout cas descendent de ces animaux-là, de ce genre d'animaux-là, qui sont placés à un endroit totalement marrant, en tout cas par rapport à ce qu'on pourrait croire. Et donc, j'aimerais aussi revenir sur une chose avant de finir cette vidéo, c'est sur pourquoi les animaux retournent vers l'eau. C'est-à-dire que là, on a donc un animal qui retournait doucement vers l'eau et qui effectivement y est resté au final, puisque tous ses ancêtres, tous ses descendants, excusez-moi, sont restés dans l'eau finalement. Alors effectivement, il y a probablement des tas d'explications qui l'expliquent. Hein. Il y a des tas d'explications pour ce sujet. Il y a effectivement les contraintes, notamment climatiques, les principales. On rappelle que cet animal est de l'Éocène et il y a eu le plus fort réchauffement du Quaternaire à l'Éocène. La chaleur permet aux animaux, en tout cas pousse les animaux à retourner plus vers les côtes, voire carrément retourner aux eaux au fur et à mesure de l'évolution. Il y a également bien sûr les pressions de compétition avec des animaux qui eux vont être plus compétitifs sur Terre, etc. etc. Bien sûr, ça c'est le reste. Mais on pense qu'à cette période, que l'Éocène était une période très chaude par rapport à tout le reste du Quaternaire, a poussé à cette dernière poussée vers les eaux, donc retour vers les eaux. C'est aussi du coup ce qui explique un peu là où on l'a retrouvé, notamment les bords de côte donc du Pakistan à cette époque-là. Ce qui était aussi d'ailleurs une embouchure de delta, encore plus aquatique au final qu'une côte, puisque c'est vraiment, ils vivaient principalement dans les eaux. C'est donc ici que je finis cette courte vidéo, qui était là vraiment pour présenter Pachycétus, qui a été une révolution de la paléontologie pour les cétacés, pour les artiodactyles, qui ont donc lié les deux, qui montre aussi qu'il y a un très bel exemple du retour vers les eaux, car là on a un ancêtre qui était totalement encore terrestre, en tout cas amphibien, mais dont tous ses descendants sont aquatiques, c'est-à-dire qu'il y a un fil qui va nous mener directement jusqu'aux eaux, et
Cela reste un très bon exemple paléontologique et qui a révolutionné l'histoire des cétacés. Je n'ai pas plus à vous raconter sur lui, mais en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo qui est soit une nouvelle vidéo sur une nouvelle espèce, soit une grosse vidéo que je prépare depuis un petit moment, qui est bientôt finie, sur les requins du Dévonien, ou en tout cas du Paléozoïque. Une grosse vidéo qui va retracer doucement l'histoire des requins jusqu'à nos jours au cours de plusieurs vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le confinement n'est pas trop dur, en espérant vous revoir bientôt sur la chaîne. Bye tout le monde.